à l'affiche. Ou pas. À l'affiche. Toi, t'es allé au ciné dernièrement ? Oui, j'y vais presque tous les jours. Mais si j'y vais pas, parfois je regarde de bons films à la télé. Ah oui, à la télé, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Ouais. Mais en prévisionnement, c'est moins bien quand même. Oui, il vaut mieux l'avoir vu avant et replonger dedans quand on l'a. C'est ça, retourner au cinéma, le pied de retourner au cinéma. Voilà. Ou regarder un bon film télé, même les séries d'ailleurs. Oui, on peut parler de séries aussi. Ah oui, il y a du boulot là. Oui, c'est vrai. Mais en fait, si on veut parler de cinéma, c'est parce qu'on veut parler d'émotion. C'est ça. Et de vérité, de curiosité. Bref, on veut faire rêver, quoi. Oui, et continuer de rêver nous-mêmes. Bref, on vous parlera de films qui sont à l'affiche. Ou pas. À l'affiche ou pas, bonjour Geneviève. Bonjour Elvire. Bonjour Marianne, amis HDRiens, HDRiennes d'ici, d'aujourd'hui, de demain. Nous sommes sur la radio HDR, le mix des cultures sur les Hauts de Rouen avec Geneviève et Marianne. Et nous, on va vous parler de cinéma. Enfin, d'émotions, d'idées, d'envie, de politique un peu, parce que ça passe par les films aussi, en fait, Absolument. toutes les politiques, il paraît. On évoquait juste avant de prendre l'antenne le film que nous avons découvert au cinéma, L'Omnia, qui a un parcours atypique et qui ne sera diffusé que dans quelques années et qui n'a absolument aucun avenir en télévision. La vie d'après. La vie d'après, ouais. J'ai oublié le nom de la réalisatrice et du réalisateur, je suis navrée, parce qu'en fait, d'ailleurs, il n'est pas réalisateur, c'est son premier film, et elle était journaliste Libération. C'était un documentariste, il faisait des reportages et tout. Donc, des reportages, mais il n'a jamais fait de film, en fait. Oui, peut-être. Et puis ça se voit vraiment. Alors là, techniquement, ça se voit vraiment. Je pense que le monteur ou la monteuse, j'ai oublié, a dû en baver et du coup faire le choix d'assumer le fait qu'il n'est pas réalisateur. Ça se voit. Et donc, c'était sur la vie d'après la présidence. Mais en fait, c'est ça aussi qui est intéressant toujours, c'est qu'ils se sont laissés happer par les émotions parce que la journaliste est décédée et parce que Hollande est un peu à la Édouard Philippe. C'est le genre de personnages qui sont tellement... c'est des bons clients. Ils font de l'humour, ils sont présents, ça fonctionne vachement bien. Et du coup, le sujet de la vie d'après la présidence est très vite absorbé parce que la personne prend toute la place, est drôle, est sympathique. Et puis alors là, pour le coup, ce qui m'a vraiment choquée, sincèrement, c'est à quel point il se fait bousculer par les gens qui disent « c'était pas bien, c'était pas bien ». C'est pour ça que parce que moi j'ai vraiment eu peur, puisque dans la mesure où on fait un film sur quelqu'un qui limite les moments où le film, il donne son accord, etc. Et on pouvait tomber vraiment dans la flatterie, que les moments ouverts. Et ça, on ne l'a pas. Donc c'est déjà bien réussi. C'est un bon point pour le réalisateur qui n'en est pas, et un bon point pour l'acteur qui n'en est pas un non plus. Oui, tout à fait. Donc ça, c'était intéressant. Ouais. On voit les bons côtés, les mauvais côtés, les trucs. Et l'idée de départ est géniale. Oui. Je trouve qu'on n'insiste pas assez sur le fait qu'il a voulu être un président normal et qu'il redevient un homme normal. Et ça, ce paradoxe, c'était amusant c'est marrant. À au moins dire à un moment ou à un autre, et ça, c'est pas dit. Et c'est pas assez évoqué. Et ce qui n'est pas évoqué aussi, moi, je trouve, c'est qu'il est engagé. Il a toujours été engagé. Il est engagé. Il continue à être engagé. Et comme il est dans une normalité, pour lui, c'est sa normalité. Et du coup, en fait, c'est pas montré. Or, punaise, il y a plein de gens qui ne sont pas engagés comme lui. Oui, absolument. Et aussi, ce qui est une anormalité, là on peut le dire, c'est que c'est le premier président de la République à se représenter à la députation. C'est-à-dire accepter d'être un échelon en dessous, accepter de ne plus être donné les ordres, etc. Et s'il le fait, c'est bon. Bien évidemment aussi pour son avenir politique, mais il n'en a pas besoin. Et puis son engagement, tu sais. Donc, voilà. Moi, j'ai plein de reproches à faire à ce président-là, mais l'homme est plutôt intéressant et très sympathique. Et très drôle, très bien fait. Et vraiment très drôle. Et encore une fois, on est du côté du cinéma, et j'avais vu, je ne sais pas si tu avais vu, Édouard, mon pote de droite, une série, un triptyque, d'ailleurs soutenu par Normandie Images, donc par la région, sur Édouard Philippe et l'évolution d'Édouard Philippe. Et en fait, le grand plaisir de ce genre de film, c'est énormément par le personnage principal qui est sympa en fait, voilà, sympa et drôle. Bref, on a une petite porte d'entrée sur la politique puisqu'on va commencer par un film qui est politique, c'est L'affaire Abdallah de Pierre Carles. On se passe la bande-annonce avant d'en causer ? Si tu veux. Ça te va ? Comme ça, oui. Comme ça tu vas retrouver tes marques. Georges Ibrahim Abdallah, le plus ancien prisonnier de France pour des faits à caractère politique. Effectivement, c'est un cas unique. Un attaché militaire américain est tué à Paris. Un numéro 2 de l'ambassade d'Israël est tué à Paris.
Donc il n'y a aucun chef d'inculpation sérieux contre Abdallah. Aucun des chefs d'inculpation retenus contre lui n'est sérieux. Il est en prison pour les actions en 1982, mais pas pour les attentats terroristes de 1986. Et en fait, après, on a appris que c'était plutôt des attentats qui étaient organisés par des forces pro-iraniennes. Georges Ibrahim Abdallah, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Et comment ne pas se poser des questions Vous n'avez jamais douté de ce que la police disait? Mais si, bien sûr. Oula, on a écrit des bêtises quand même. Hein. En règle générale, au bout de 15 ans, on peut demander une libération conditionnelle. Il y a plusieurs demandes à niveau de libération, toutes rejetées. Toutes rejetées. Les Américains voient en Abdallah un terroriste extrêmement dangereux. Un pouvoir politique extérieur qui impose ses vues. Mais la France est un pays indépendant. Ah bah oui. Abdallah. Georges Abdallah. C'est la 13e manifestation devant sa prison. On espère que c'est la dernière. Alors moi, ce que j'attendais avec impatience, c'était de voir à nouveau, parce que ça faisait des années que je n'avais pas vu, un film réalisé par Pierre Carl, qui est un documentariste que j'ai suivi beaucoup il y a de nombreuses années dans le cadre de l'éducation populaire. Et donc j'attendais ça avec impatience, et j'avoue que je suis restée sur ma faim. Moi, je n'avais pas d'attente puisque je n'avais pas vu ses précédents films. Ouais. Moi, je ne suis pas restée sur ma faim parce que j'ai appris énormément de choses. C'est vrai. Donc, déjà, c'est déjà un bon point. Voilà. Alors, pourquoi on pourrait dire au public d'aller le voir ? Ce qu'il y a d'intéressant dans ce questionnement-là et qui met un petit peu de l'huile sur le feu, sur l'actualité justement, c'est l'engagement ou le désengagement de la France vis-à-vis de la Palestine, vis-à-vis du Liban, et la méprise aussi, et vraiment on est dans le cœur de l'actualité, la méprise de la place de l'Iran. La mauvaise estimation ou la non-estimation de la place de l'Iran et de l'impact de l'Iran. Et du coup, là on le voit très clairement. Également le jeu politique entre les États-Unis, qui va peut-être du coup bouger un petit peu, mais entre les États-Unis et la France, puisque Israël aussi. En fait, exactement. À l'époque, et ça a donc duré 40 ans, une telle alliance qui fait que un prisonnier, je résume, mais un homme peut rester prisonnier pendant 40 ans, alors que la France pourrait dire, bon, ça suffit, on le laisse rentrer, mais comme les États-Unis et Israël ne veulent pas, eh ben on le garde. Ouais. Un homme qui décide, qui compte retourner au Liban, c'est pas du tout quelqu'un qui voudrait rester. C'est amusant à un moment où on dit c'est le seul OQTF que la France veut garder sur son territoire. C'est vrai. C'est assez fou. Ouais. Quoi. Alors moi, le contexte, je l'ai vu de loin, c'est vraiment l'homme qui m'a intéressé, l'être humain, que je ne connaissais absolument pas, alors que ça se passe dans les années 80, j'étais adulte à ce moment-là. Comme quoi la presse parle de ce qu'elle veut parler, ce qu'elle peut parler, et elle reconnaît ici qu'elle a commis des erreurs, qu'elle a fait des erreurs. Ça, c'est très bien. Parce que la justice aussi, cet homme a quand même été condamné à perpétuité. Alors à partir de là, tu as beaucoup de gens qui disent à perpétuité, c'est 40 ans, c'est normal. Non, heureusement que les avocats disent bien attention, perpétuité, à 20 ans, il pouvait sortir déjà. Oui, c'est ça, même à partir de 18 ans. Donc on apprend qu'à partir de 18 ans, quelqu'un qui a été condamné à perpétuité, si s'est comporté correctement, a le droit de sortir, a le droit de demander de sortir. Oui. Et lui, il l'a fait pendant 20 ans. Pendant 20 Donc ça, c'est scandaleux, d'autant qu'en fait, il est accusé à tort de crimes qu'il n'aurait pas commis, mais qu'il ne renonce pas. Mais qu'il ne rejette pas, qu'il ne dénonce pas. Parce qu'en fait, comme il est résistant de toute façon, et c'est là qu'il se tire une balle dans le pied, il n'a rien fait, mais il trouve que c'est bien de l'avoir fait. Donc, mais moi, quand je compare les meurtres des enfants par les bombes envoyées en toute impunité à Gaza, et l'assassinat d'un homme de la CIA et d'un homme du Mossad. C'est exactement ce qui est dit dans le film. Voilà, c'est ça. Et c'est ce que je pense aussi. Je condamnerais beaucoup moins cet homme-là que celui qui envoie des bombes en toute impunité sur des enfants. Ils ont le droit. Donc voilà. Donc toute cette complexité est mise en évidence dans le film. Donc ça donne déjà un intérêt à ce film-là.
Et évidemment, on voit le point de vue de Pierre Carles puisqu'il dénonce les choses, mais en même temps, il ne donne pas des coups de marteau, quoi. Il n'enfonce pas le clou, et ça, c'est bien. Oui. C'est délicat. Et il ajoute une complexité avec son retour, quand enfin il sort de prison, avec sûrement avoir engrangé une haine, parce que c'est ce qu'on crée, en fait. Mais qu'on n'a pas vu. Mais voilà. Oui, c'est ce qu'on crée, bien sûr. Et quand il arrive, il a 75 ans, un truc comme ça, et son discours il fait presque peur. Et en même temps, il veut être au Liban, mais qu'est-ce qu'il dit ? Il est révolté. Bien évidemment qu'il est révolté. Comme tous les gens qu'on bombarde au Liban, en Palestine, et qui ont toutes les en Iran maintenant. Ça, c'est bien fait. Le film est un petit peu long. Ce que je regrette aussi, c'est qu'ils n'ont pas choisi de mettre de la voice-over. Alors, la voice-over, c'est la voix par-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et si on entendait... Parce que quand c'est en arabe, navré, mais je ne comprends pas. Quoi. On est obligé de lire. Et donc, on est obligé de lire. Et en même temps, il y a le visage. Et là, tout nous échappe. Je trouve que c'est difficile. C'est pour inciter les gens à le voir 2 fois. Peut-être, mais c'est pas facile. Bon, bref, il dure 1h30, il est un petit peu long. Et en même temps, je comprends que ça a dû être difficile parce qu'il l'a suivi pendant... Enfin, il a tellement d'images d'archives depuis le début, depuis les années 80. Donc, Alors, ce qui est intéressant aussi, que j'ai trouvé très intéressant, et ça commence par là, c'est qu'on va vraiment le visiter chez lui. Chez lui. Mon Dieu. Le lapsus révélateur. Dans sa cellule de 9 mètres carrés. Ouais, je me suis demandé comment c'était possible. Comment on peut passer 40 ans dans un... Et encore, il précise que qu'elle est grande par rapport à d'autres. Oui, tout à fait, parce que sinon... oui, je connais un petit peu le milieu. Mais oui, parce qu'il y a certaines cellules, tu touches mur à mur avec les bras tendus seulement. Donc déjà, tout ça nous met vraiment dans la condition de vie de quelqu'un qu'on enferme, quoi. Oui, à peu près. Ouais. Voilà, mais c'est très riche parce qu'effectivement, ça fait le tour du monde et puis une répercussion sur l'actualité qui est évidemment inattendue parce qu'on ne pouvait pas imaginer quand il a fait le film qu'on en serait là aujourd'hui avec l'Iran et les États-Unis. Enfin, c'est... Bref, un film qui vaut quand même le coup. Oui. Et notamment pour... ça met peut-être le feu aux poudres, mais pour tous ces fameux débats, quelle est la position de la France par rapport à Gaza ? Je trouve que ça vaut le coup de se poser la question, d'oser regarder en fait de près. Oui. Voilà. Bref, allez-y, amis HDRiens, allez au cinéma, vous ne perdrez pas votre temps sur ce film-là. Et même s'il est un petit peu long, c'est intéressant de le voir. Allez, maintenant, c'est toi qui vas prendre la parole toute seule, Geneviève. Ce qui compte, c'est de Baptiste Leonetti. C'est avec notre belle... je fais ma Geneviève. Flûte, Kiberlin. Sandrine Kiberlin et Pierre Lotin. Lotin. Leonetti, Lotin. Tu fais vraiment double Geneviève. Flûte, il faut que je fasse gaffe. C'est l'âge ou c'est l'influence? C'est contagieux. Méfiez-vous. Bande-annonce ou... Ça reste loin. Bande-annonce ou topo d'abord? Bande-annonce. Allez, bande-annonce. Je crois que j'ai écrit quelque chose. Moi, c'est Rose. Et vous? Ouais, touchez pas à cette porte. Ah! Putain de merde! Mais oui, ça brûle! Mais c'est quelqu'un. Me dire un clodo. C'est quoi? Putain de bordel de merde. C'est quoi ce délire avec les papiers peints? Mais qu'est-ce qu'ils sont, mes papiers peints? Nous ne sommes pas pauvres, nous sommes fauchés. Quand on peut pas se nourrir, on veut le resto du cœur. Est-ce que je vais voler les pauvres au lieu de voler la grande distribution? Bravo. Oh là là. En tout cas, c'est vraiment gentil d'avoir pris ma défense. Waouh! J'ai besoin de vous. Vraiment, c'est n'importe quoi. Vous êtes complètement inconsciente. Vous nous aidez. Je suis prise d'otage, votre machin. Les services sociaux, vous les baladez. Hein. Je me suis permise de regarder votre front. J'espère que c'est pas dû à une altercation ou une querelle de ménage. Hein. Mais Jean, mais comment je peux vous aider? Pas du tout. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est... Comment on va faire pour la suite? Quelle suite? Bah la suite, dans la vie, quoi. Vous êtes complètement dingue, en fait. Ça fait partie de mon charme. Hein. Vous aimez beaucoup les avions, quand même. Il n'y a pas que les avions en réaction et les trains d'atterrissage dans la vie, quand même. Oh, bah voilà. Quelque chose ne va pas? T'es verte comme Shrek. Ils ont que moi, mes enfants. Parce que les gens meurent, en fait. Et c'est par les fratries. Si vous croyez que je vais accepter ça, bah non, je vais pas accepter ça. Vous arrêtez quand, là? Bah ça, c'est une question qui est pas normale, parce que si je m'arrête, je tombe. J'aime beaucoup le ton de Kiberlin, à chaque fois son jeu qui est d'une simplicité, qui est d'une justesse, je trouve.
Oui. Oui. Alors, déjà, le couple est original. Oui. Pierre Lotin, qui est vraiment l'acteur qui commence à monter. Il faut se rappeler qu'il vient d'avoir le César du meilleur de la révélation masculine pour son rôle dans le François Ozon, le Camus. L'étranger, merci. Dans L'étranger de François. Voilà. Et qu'il avait été nommé déjà l'année d'avant. Enfin bref, il monte. Et il n'est pas seulement le tuche de service, quoi. Oui. Et donc là, et ce que j'aime aussi dans ce film, c'est que ceux qui comptent, il y a dedans le titre qui compte, on pense à l'argent, on pense tout ça. Et c'est pas ceux qui comptent pour le cœur. Voilà, si, c'est ceux qui comptent pour le cœur. Voilà. On a l'habitude de voir au cinéma des personnages assez aisés, plutôt qui vivent dans des beaux appartements. Et là, c'est le contraire. On a vraiment des personnages qui rament, qui savent que c'est que d'être en galère, mais qui malgré tout tiennent la route, quoi. Surtout Sandrine Kiberlin, qui est une veuve, qui a 3 enfants, qui est fauchée, qui peut pas travailler, on saura pourquoi plus tard, et je dirai rien. Et ils vivent dans un hôtel qui est délabré. Enfin, et elle est tout le temps joyeuse, et ses gamins, elle essaye de faire tout pour que ses gamins aient de quoi bouffer. Bon, elle chaparde, forcément. Et voilà, c'est en chapardant dans une grande surface qu'elle se fait repérer par Pierre Lotin. D'abord par des gardiens qui essaient de l'arrêter, Pierre Lotin qui la protège. Mais Pierre Lotin, c'est un passant comme ça, en fait. Il vient acheter ses trucs. Donc c'est le hasard. C'est le hasard, voilà. Et elle qui a le pif pour savoir ce qui compte, pour reconnaître ce qui compte, elle va le suivre, elle va réaliser que c'est un mec hors système, qui vit dans une voiture, enfin un van, et qui refuse tout contact avec les autres, quoi. Et c'est pour ça qu'évidemment, il s'est intéressé à elle. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est un instinctif qu'il a protégé, voilà. Oui. Donc, ce qui est amusant, c'est qu'on inverse un peu les rôles. Là, c'est lui qui a un chagrin d'amour, qui désespère dans son van, tout seul dans son coin, et c'est elle qui va venir le réveiller, le secouer pour retrouver une vie normale. Et en même temps, ils vont s'entraider finalement, ces 3-là. Donc, le film a un bon fond, des bons acteurs choisis un peu trop pour ce qu'ils sont pour leur rôle habituel. Voilà, c'est peut-être le seul reproche que je pourrais faire. Par contre, Pierre Lotin est filmé, il en est presque beau. Et oui, non, mais c'est. Pierre Lotin, pardon, si vous nous écoutez. Non, il est super sympa, mais il accepte de jouer de son image. En jouant les tuches, il se ridiculise volontiers. Donc là, on le filme autrement et c'est agréable aussi à montrer. Voilà. Donc, le sens du film est déjà profond. Ce qui compte, c'est pas ceux qui ont du fric, c'est ceux qui s'aiment et qui s'entraident. C'est ceux qui savent compter autre chose et autrement. Voilà. Ok, d'accord. Elle dit toujours les choses mieux que moi. Mais avec la même mémoire à la noix. Allez, le dernier pour la route. C'est pas le dernier film pour la route, c'est le dernier. C'est le titre du film de Francesco Sossai que j'avais vu à Cannes et Alors, pourquoi j'ai voulu qu'on en parle ? Parce qu'en fait, je l'ai pas du tout aimé. Mais vraiment, je vais vous donner mon pitch. Toi, tu l'as pas vu. Non. Je vais donner mon pitch que j'avais fait en sortant de la salle. En plus, je suis sortie avant la fin. Et je me rappelle encore, quand j'ai vu la bande-annonce, on va passer un bout de bande-annonce, mais quand j'ai vu la bande-annonce, je me rappelle encore des impressions et limites, je vous assure, des odeurs de nauséabondes, de fin de nuit, quand tout le monde a trop bu. Et puis alors, moi, à mon époque, en plus, on fumait partout. Donc ça puait vraiment tout, le tabac, le machin, les pétards, l'alcool, le vomi, enfin. Et c'est vraiment, et puis la sueur, c'est vraiment la sensation qu'on a quand on regarde le film. Je vous l'ai bien vendu ou pas ? Je vous donne envie. Et donc, je suis sortie un peu avec l'envie, pardon. Mais le bruitage, ça marche quand même des fois. On va vous passer un petit extrait et puis je vais essayer de comprendre pourquoi j'ai voulu vous en parler. Signorina, mi scusi, ma questa birra ha un sapore strano. Analcolica. La divina provvidenza come al solito ci viene in soccorso. Poi sapete mica da un posto dove possiamo andare a bere che è ancora aperto? Noi domani abbiamo revisione, Un'altra volta sì. Alors à écouter comme ça, je pense que c'est la vie et la notion de transmission. On est quand même dans une énergie actuelle, dans une envie de fêter quelque chose, mais qu'est-ce que c'est que de célébrer quelque chose ? Voilà, bon, c'est 3 potes alcooliques qui
qu'ils veulent prendre le dernier pour la route, avec tout ce que ça complique, ce que ça implique, parce qu'ils vont prendre la voiture aussi, le dernier pour la route, ils prennent la route. Bref, je vous lis quand même mon petit topo, pardon, je crois que j'ai donné un petit coup au micro. Donc, que dire pour rester dans le ton du film, que dire d'intelligible? Alors, non pas que le film ne le soit pas, mais les personnages nous plongent dans une beuverie sans fin, permanente et sans fin. En toute logique, ils peinent à se comprendre ou à comprendre autre chose qu'un dernier verre. Moi, j'ai tenu 45 minutes, j'avais le sentiment de sentir leurs odeurs fétides et alcoolisées, la sueur de la nuit, les vomis enchaînés. C'est vraiment ce que montre le film, je n'invente rien. Donc, je suis sortie. J'ai d'abord vu plusieurs personnes se lever en me disant « Oh, quand même, ils exagèrent, attendons !» Mais comme le film n'avait pas bougé d'un iota et que c'est la même chose, je suis partie à la moitié du film. Mais quand j'ai vu que Jean-Marc et Hervé à l'Omnia, donc les programmateurs de l'Omnia, le programmaient, je me suis dit, tiens, c'est marrant qu'ils le programment. Je pense qu'il a quand même un public, évidemment, ce film-là. Quel public ? Le public qui aime l'Italie, le public qui aime s'interroger sur qu'est-ce que c'est que de boire, de consommer, et qu'est-ce qu'on va transmettre, parce que dans leur déambulation nocturne, ce trio d'alcooliques arrive à mettre la main sur un gamin qui sort de l'université, qui doit faire une fête avec ses copains parce qu'ils ont réussi un examen. Et ça pose vraiment la question... Moi, en tout cas, je me suis posée, qu'est-ce qu'ils montrent à ce gamin ? Ils l'emmènent partout, ils le mettent en danger, dans leur voiture, alors qu'ils sont plus qu'alcoolisés. C'est... Bon, voilà. C'est peut-être à ça que sert le film. Mais bien entendu. C'est pour ça que peut-être il vaut le coup. Oui, et tu ne regrettes pas de ne pas avoir vu la fin ? Non, pas du tout. Parce que c'est vraiment les odeurs, les machins, tu sais, vraiment, c'est trop dur. Vas-y. Parce que je quitte vraiment jamais une salle et tout ça parce que j'ai été voir un film de Romer. Ma pauvre. Elle est courageuse. Et je me rappelle plus son titre, mais c'était sur les le rayon vert. Ah bon, de Romer. Oui, de Romer. Et mon copain et moi, on s'ennuyait vraiment. Et un des personnages, c'était une tête à claque, j'avais envie de la claquer à chaque fois qu'elle parlait. Ouais. Mais la fin m'a tellement pris que je ne regrette pas et je comprends pourquoi tout ce le reste, film-là nous amène à nous ennuyer, à regarder ces gens et tout ça. Non, voilà. Donc maintenant, plus jamais je quitterai une salle, même si je m'ennuie pendant... je préfère dormir et me réveiller à la fin. Oui. Voilà. Oui, non, mais je reconnais, je sors facilement pour 2 raisons. D'abord, en général, c'est au Festival de Cannes que je sors. Parce que tu enchaînes les films. Donc, comme tu enchaînes les films, tu dis, je serai en avance sur l'autre, ou je vais en profiter, je vais en voir un autre, et j'enchaîne plutôt que de perdre du temps, entre guillemets, sur celui-ci. Les journées sont longues quand même au Festival de Cannes. Mais tu n'as pas demandé à quelqu'un qui a vu le film jusqu'au bout pour savoir comment ça... Non, mais c'est vrai, il y a peut-être une chute qui justifie toutes les épreuves par lesquelles le spectateur est amené à vivre. Mais non, mais tu vois, j'avais quand même envie d'en parler. Oui, donc c'est un bon signe. Et en fait, quand on parle, on a presque envie quand même d'aller voir. Alors avec un truc. Mais moi, ça me gêne pas. Mets-toi une goutte de parfum sur ton poignet pour de temps en temps le sentir et te rappeler que... Je ne suis pas assez sensible à ça pour ressentir les odeurs. Il y a peut-être du vécu derrière. Alors là, moi, je peux dire, je n'ai... Aïe, Elvire. Oui. Allez, juste une illusion, Naka chez Toledano, je t'envie. Tu l'as vu, toi ? Oui, je l'ai vu 2 fois même. J'adore ce duo. 2 fois. Alors, oui, j'ai vu 2 fois, parce qu'une fois, je l'ai vu pour les rencontrer, parce qu'ils sont venus le présenter à Rouen. Et puis ensuite, après, ils étaient aux rencontres du Sud à Avignon. Ah oui. Donc là, je les ai rencontrés aussi. Et si vous aimez Toledano, dans la version Eric Toledano et Nakache Toledano, dans la version... dans celle-ci. Zut, mais c'était pas celui-là qu'on devait parler tout de suite. Ah d'accord. Écoute, on passe la bande-annonce alors. Oui, on va passer la bande-annonce. Ah non, pardon. On reste. Merci Marianne. Ah là là. Bon, on passe la bande-annonce. La blague. Informatisation de l'entreprise. J'écoute. Sandrine. Oui. Apparemment, c'est pour vous. Allô ? Raccroche le téléphone, je te balance par la fenêtre. Je suis désolée. Raccroche. Mais Marie, il me dit qu'il va me balancer par la fenêtre. Qui te balance ? Non, mais on habite au 1er, c'est pas très haut.
Bonsoir. Salut maman. Qu'est-ce que tu fais? Un ping-pong. Je crois qu'au niveau parfum, on est pas mal, hein? Ça s'appelle comment? T'es à moi? Tu lui as dit? J'ai vu papa aujourd'hui, il était tout seul au café. Il est au chômage, papa. Vous êtes chez coiffeur? Ah, vous êtes observateur? Bon, alors, écoutez, Sandrine, permettez-moi que je me permette. Voilà, vous y allez en douceur. Voilà. Oui, bon, monsieur Berger, je crois que ma femme a compris le principe. C'est pas possible, c'est pas célèbre. Non, c'est pas célèbre. Dans la vie, il faut faire des choix. C'est que moi, je suis pas vous. Tu ne parles pas comme ça. Je te parle comme je veux. Je n'aurai jamais ce job, je vais rester secrétaire toute ma vie, puis c'est tout. Pourquoi on vit et après on meurt? T'as pas honte d'écouter au parc, là? Vincent était avec une copine. Ça me rappelle les bons souvenirs. Quand on s'est connus. Non, avant. Olivier Nakache et Eric Toledano, donc, ils nous donnent juste une illusion. Oui. Alors, pour ceux qui ont aimé un des films qui est juste avant Intouchable, qui s'appelle Tellement proche, qui raconte des familles vivant dans la banlieue parisienne, les histoires de famille, on est invité, oh, ça fait suer, enfin bref. Oui. Voilà, toutes les histoires de famille où on s'aime et on se déteste à la fois, mais on s'aime surtout. On retrouve ça dans ce film, Juste une illusion, avec le point de vue de l'adolescence. C'est tourné sur l'adolescent qui va fêter sa bar mitzvah. Voilà. Donc ils se préparent et tout ça. Et donc c'est l'âge pour eux, l'âge d'une illusion, parce qu'ils pensent être adultes et ils ne sont pas encore tout à fait adultes. Ils pensent que c'est la vraie vie, c'est pas encore tout à fait la vraie vie. Ils sont dans un moment d'illusion, quoi. Et ça, c'est très très bien vu, c'est bien filmé. Donc on suit le personnage principal, l'enfant. Ouais. Son frère aîné qui est un peu turbulent et ses deux parents, Sandrine Kiberlin, Camille Cotin, oui. Et puis Pierre, là on a Simon Boulblil, Alexis Rosenthal, Garel. Louis Garel, Camille Cotin et Pierre Lotin quand même encore, il joue dedans. Voilà, Pierre Lotin joue dedans, il joue le gardien d'immeuble. D'accord, ok. Voilà. Donc la famille, elle est déjà assez moderne, assez sympa. Camille, alors donc c'est le point de vue de l'enfant qui voit ses parents comme un enfant. C'est pas eux pas leurs parents à eux qui montrent, c'est les parents que l'enfant voit, avec leur complexité, qu'ils admirent. Le père qui a plus de boulot depuis un moment, mais qui part quand même travailler tous les matins pour faire semblant d'avoir un boulot, mais qui rentre à la maison, qui se fait surprendre parfois en train de pas travailler, qu'est-ce que tu fais? Et les gamins finissent par comprendre qu'en fait, il n'y a plus d'argent, l'argent a dû faire... Et ça raconte aussi l'histoire d'une femme qui, elle, essaye d'évoluer, qui n'est pas que secrétaire, donc il y a un regard sur la condition féminine de l'époque, qui est encore que bonne à faire le secrétariat, porter les cafés aux patrons ou ceux qui discutent. Voilà. Donc il y a tout un regard sur la société actuelle et ce regard tendre sur la première histoire d'amour d'un adolescent, leur première film porno qu'ils essayent de voir, qu'ils n'y arrivent jamais parce qu'il y a toujours un parent qui traîne. Il y a le rapport au rabbin qui est assez original parce que je ne pense pas qu'on ait le même genre de rapport dans l'Église catholique. Ça raconte beaucoup de choses. Le fait de voir partir l'aîné, il est toujours là, mais il décide de tout, il fait ce qu'il veut. Enfin bref, il est déjà presque parti. Et le deuxième qui va pas tarder à partir. Ça raconte ça. Et on est dans les années 80. Et on est dans les années 80, oui, puisque ils remontent à leur âge quand ils étaient ados, eux. Ouais. Les deux réalisateurs disent qu'il y a beaucoup de choses qui leur appartiennent. Il y en a un qui dit « Je cherche toujours la cachette » parce qu'il y a une scène assez sympa où ils ont tous les deux réussi à chaparder. Ils sont 4 copains, il y en a un qui a réussi à chaparder un film qui s'appelle « La rue est vers l'or », L-A-U-R-E. Ah voilà. C'est pas le Chaplin. C'est pas voilà. Et alors il y en a un qui est chargé de le planquer dans la maison et le problème il le planque dans un échiquier. Donc c'est sur une cassette VHS. Voilà. Il le planque dans un échiquier et l'échiquier on le prête au rabbin.
Voilà. Donc c'est des petites scènes comme ça qui sont drôles et qui en même temps sont... Il y a une histoire d'amour, il y a plein de choses... C'est très riche en clins d'œil qui nous renvoie à des histoires personnelles, même si c'est l'histoire de Simon. Je crois que c'est Simon. Ok. Allez, Derrière les palmiers. Alors, Derrière les palmiers, c'est de Myriam Ben Barek. Oui. Alors ça, c'est une jeune femme, Myriam Beccaret, et c'est très touchant parce qu'elle reconnaît qu'elle s'est inspirée de ses histoires d'amour personnelles. D'accord. Elle dit qu'elle est à la fois l'un des 3 personnages. Ouais. Donc ça commence comme une comédie romantique, quoi, avec une histoire d'amour entre un jeune Tunisien et une jeune Tunisienne. Lui, là où c'est intéressant, c'est que c'est un personnage qui a un diplôme d'architecte. Il vit à Tanger, mais son diplôme ne lui permet pas d'avoir de boulot. Alors il travaille comme maçon dans l'entreprise de son père. Donc il y a déjà une frustration professionnelle. Frustration professionnelle qu'il arrive à apaiser par son histoire d'amour avec une jeune femme boulangère, très jolie, très gentille. Enfin, elle est adorable. Mais elle est tunisienne aussi, donc elle a aussi quelques réserves. Donc il y a des corps à corps sur le scooter, il y a des baisers tendres, puis de plus en plus langoureux, tout ça. Mais il n'y a jamais le passage à l'acte, il y a toujours la prise de contrôle de la situation. Et ça crée une nouvelle frustration pour le pauvre jeune homme qui rencontre une Française qui est jouée par Sarah Giraudot et qui, elle, est beaucoup plus disponible. Voilà. Et donc ça passe à l'acte rapidement. Il n'a pas les mêmes mœurs non plus. Et là où elle n'en reste pas seulement à l'histoire d'amour, elle parle aussi de la colonisation. Ce qui reste de la colonisation, Sarah Giraudot, le personnage, c'est la fille de riches Français qui se sont installés à Tanger, qui occupent les meilleurs lieux, les meilleurs endroits, etc. Et son amour pour lui est sincère, mais elle voudrait bien quand même modifier un petit peu pour le ramener vers ses conditions à elle. Voilà. Ouais. Et lui, qu'est-ce qu'il va balancer entre ces 2 femmes? Et je vous dis pas la fin parce que ça devient presque un thriller, quoi. On passe d'une comédie romantique toute douce, une romance, à un thriller chavrolien. Ah, intéressant. Voilà. Et j'ai vu la bande-annonce, en effet. On l'a pas passée là, je crois. Ah, alors on va la passer maintenant, merci. عجبك خدمتك بعدا؟ الاركيتكتور ما عطاتنيش والحياة رجعتني للواقع. Je vous présente mon fils, Mehdi. Bonjour. Bonjour. Il vient ici de temps en temps me donner un coup de main. ياك مزربنا. كنحمقي. غير بغيت نتأكد ما غلطش مني، تبعت قلبي. Soirée samedi avec des amis. Bon, ce sera l'occasion que tu rencontres des gens intéressants. Toutes les femmes vous désirent. Vous le savez, ça. Tu parles à mon père. Il va demander à Serge de te prendre un lycée. مالك ما كتجاوبش؟ راه خلعتيني عليك. C'était qui cette fille? وانا هادشي اللي كنحس به. خصك تشوفيه. العواقب كتلحق علينا. إما كانت خايبة، إما كانت زوينة. Le son, la musique, d'où l'importance d'écouter les bandes annonces à la radio, parce que la musique nous dit tout. Nous dit absolument pas que c'est un film romantique. Hein. Oui. Très clairement, c'est les codes. Oui. Et le titre déjà aussi. Derrière les palmiers, d'habitude on est sous les cocotiers, tout ça. Mais derrière les palmiers, on en cache des choses et ça en dit déjà beaucoup. Oui, c'est vrai. Et je trouve que j'ai apprécié la façon dont la mise en scène, elle filme avec beaucoup de délicatesse les frustrations. Et puis à la fois la force des sentiments et l'amour physique
très différent du côté tunisien, du côté franco. Donc le rapport à la culture aussi, c'est intéressant. Voilà. Oh, ça donne envie. Mais de toute façon, déjà, oui, la bande-annonce donne envie. Je trouve il y avait des beaux plans sur les yeux aussi, sur les, il me semble, hein, sur la présence des comédiens. Et les deux comédiens, on les connaît pas très bien, mais ils sont vraiment très bons. Super. Écoute, Plus fort que moi de Kirk Jones. Eh ben, je voudrais bien qu'on mette quand même le début, le tout début pour qu'on entende un petit peu, puis la bande-annonce. I swear by Almighty God that I will tell the truth. That I will tell the truth. You're a cunt. Hey, Hitler. Shh, John, come on. Alors là, ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'il est devant un magistrat et donc il doit répéter je jure devant Dieu, et il dit bien je jure devant Dieu, et puis après il l'insulte. Voilà, c'est un tout petit détail qui n'en est pas un. En fait, donc on coupe la bande-annonce parce que c'est en anglais. C'est même pas qu'en anglais, c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'écouter. C'est en écossais avec le bel accent. I swear, je jure. Bref, c'est absolument, c'est pas que charmant ce film. Moi, j'ai pleuré du début jusqu'à la fin parce que c'est richissime en émotions. On évoquait avec un ami, quand on est sorti du Cinoche, on évoquait le fait que ça rapproche de cette série Empathie, je crois. Oui. Cette série canadienne qui se déroule dans un établissement psychiatrique. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on va chercher en fait dans le film-là. Dans Plus fort que moi, je trouve que c'est vraiment ce vers quoi ça nous ramène. C'est le comment comprendre les uns et les autres, comment nous comprendre, comment nous laisser la place de nous comprendre, c'est ce que raconte le film. Oui. Alors évidemment, je reprends un peu plus au fil de l'histoire, c'est-à-dire que c'est un homme qui a le syndrome de Gilles de la Tourette, mais qui n'est pas connu. On est là aussi dans les années 80, et puis on évolue avec lui. Donc déjà, moi je ne savais pas que le syndrome arrivait tard. Je pensais que c'était comme un handicap classique, entre guillemets, et qu'il arrivait dès la naissance. Mais non, il est découvert parfois très tardivement. Il faut rappeler ce que c'est, parce qu'il y a encore des gens qui ne savent pas. Par exemple, est-ce que tu sais ce que c'est ? Oui. Oui. Donc le syndrome de la Tourette, en effet, c'est d'être pris par des sauts nerveux et des tics qui font que la tête bouge tout le temps, le corps bouge malgré la personne. Qui peut amener à pousser des cris. Qui amène à pousser des cris et qui peut amener à taper sans le faire exprès, ou à faire des choses comme lui, il embrasse un poteau, c'est plus fort que lui, il va embrasser des réverbères s'ils sont de travers ou pas de la bonne couleur, et entre autres, hein. Et puis à crier des mots qui sont complètement indépendants de leur volonté, donc à insulter les gens sans le vouloir. Ou à crier la vérité. C'est ce que j'allais dire, à crier la vérité dessous ce qu'il voit. Par exemple, il est accueilli par quelqu'un qui a un cancer, et donc on pense qu'elle va mourir. Bah, lui, il lui dit « Tu vas mourir !» Tu vas crever. Pardon. Voilà. Et c'est extrêmement touchant. Mais ce que raconte ce film-là, puisque donc cette personne-là a fini par prendre le pouvoir sur sa maladie et à en parler, en fait. Et c'est parce qu'il en a parlé que les uns et les autres, d'autres syndromes de la Tourette et des familles peuvent enfin être apaisés et comprendre de quoi il est question. Se rencontrer, se reconnaître. C'est ça. C'est beau d'ailleurs à un moment donné quand il en réunit plein. La première fois où il les réunit, il dit là ici cette fois-ci vous êtes la majorité. D'ordinaire vous êtes la minorité, là vous êtes la majorité. Mais ce que ça raconte, c'est vraiment le plaidoyer de l'ami Tom qui dit, le gardien là, qui dit au juge mais si jamais vous faites rentrer un aveugle dans une boîte de nuit, enfin n'importe où, et qui bouscule quelqu'un, vous n'allez pas le mettre en prison parce qu'il n'a pas vu. C'est effectivement la même chose. C'est vraiment très riche. Oui, c'est très très riche. Et en plus c'est bien filmé. Ça commence par la cérémonie. On voit un homme en kilt, donc qui s'est habillé, qui s'est préparé à quelque chose. On voit des tas de gens très bien habillés entrer dans une pièce et lui dit non je peux pas. Et on comprend pas pourquoi. Quand on n'a pas lu le synopsis, c'est pour ça que j'aime bien ne pas trop savoir de choses quand je vais voir un film. On comprend pas pourquoi il veut pas y aller. Et puis quand il y va, il dit tant pis si je dis quelque chose. Oui, ce sera de ta faute, il dit même. Ce sera de ta faute à celle qui l'accompagne. Et il rentre, et voilà, on comprend après, il rentre en disant « fuck the queen ».
Et c'est évidemment la reine qui l'accueille. Et c'est pour qu'ils reçoivent une médaille de la part de la reine Elisabeth. Donc ça commence par être drôle, ça commence par nous surprendre et on remonte le temps à quand il était petit. Et les deux acteurs sont formidables. Aussi bien l'adulte qui a d'ailleurs eu le Golden Award. Non, pas le Golden, le prix anglais là. Un prix, le César des Anglais, ou l'Oscar des Anglais, c'est encore plus riche. Devant Chalamet, devant tout ça. Oui. Et le petit jeune qui le joue ado est formidable aussi. Mais même son copain. Hein. Oui. Mais je pense que ça doit être quand même difficile de jouer ce syndrome qui... Ça a été rappelé il n'y a pas longtemps, parce que moi, je croyais que c'était forcément toujours jusqu'au niveau des insultes, mais en fait, il y a plusieurs niveaux. On peut avoir le syndrome sans aller jusqu'à te crier ta gueule, fais pas chier, voilà. Donc, alors, on est obligé de... Il faut savoir que le réalisateur a fait que des films de comédie avant. Hein. Oui. Nanny, Super Nanny, je ne sais plus quoi, enfin des films de comédie. Jones, oui. Et donc là, on retrouve de l'humour. Il filme les choses de façon à ce qu'on rigole quand même à chaque fois qu'il y a une crise. Ah oui, mais je vous assure, moi j'ai pleuré dès le départ. La détresse du jeune homme quand il voit le syndrome s'emparer de lui, qui ne sait pas ce que c'est. La détresse de voir sa vie lui échapper, parce qu'en fait, il allait être un grand footballeur, comme on appelle ça les mecs, gardien de but. Il allait être, tout se passait bien, il était brillant. C'était la veille du jour où le sélectionneur devait venir. C'est terrible, quand on voit dans ses yeux que ça lui échappe et que son monde, tout, sa famille lui échappe et que c'est foutu. Et tout le monde croit qu'il le fait pour se rendre intéressant. Et c'est pratiquement ce que disent tous les gens qui ont la première approche de leur problème, c'est qu'on croit qu'ils se rendent intéressants. Qui se moquent du monde et qui veulent se rendre intéressants. Après, la question qui est posée, je ne veux pas spoiler le film, mais c'est est-ce que vraiment ça apporte quelque chose de jouer au clown comme ça? Parce que personne ne rigole et la personne non plus. Et en général, elle se fait tabasser, moquer, etc. Oui, mais sur la durée. Mais au début, tu crois être intéressant. Enfin, peut-être. Enfin bon, toujours est-il que le film est intéressant, très agréable à regarder, très bien joué. C'est vraiment un de mes préférés du mois. Alors là où je suis doublement ravie, c'est que c'est vrai qu'on est partagé par des émotions, on traverse des émotions différentes dans les films, ça il n'y a pas de doute, on a parlé de quelques films, je suis sûre que ça secoue, etc. Néanmoins, dans tous ceux que nous avions là évoqués tout à l'heure, moi j'ai pas pleuré, je rigole, je suis intéressée, mais pas plus. Je me suis fait un vieux film là il y a quelques jours pour un atelier de lycéens au cinéma, donc Normandie Images. C'est un Lumet, c'est la course, à bout de course. Ah oui. Et j'ai pleuré à la fin, mais j'ai pleuré comme une gamine, en me disant mais mince, ça m'est pas arrivé depuis tellement longtemps. Et après je me retrouve devant ce film anglais, plus fort que moi. Et là, mais depuis le début. Donc c'est vraiment... en fait, quand je dis pleurer, c'est secoué par des émotions qui sont vraies, qui sont pures, qui sont énormes. Et ça fait du bien. C'est pas pleurer comme on pourrait pleurer sur Gaza, etc. C'est pas ce type de larmes-là. C'est pas des films où il va y aller à reculons en disant non, c'est un film qui est trop triste. C'est pas ça du tout. C'est vraiment allez-y, parce que c'est des émotions qui secouent, qui nettoient presque, et qui donnent envie d'aimer. On sort, on se dit waouh, faut profiter de la vie, dites donc. oui, il faut profiter de la chance qu'on a de ne pas avoir de handicap, d'être en forme, de bonne santé, même si on a tous des handicaps, mais on ne le sait pas. Exactement. Et j'enchaîne, et c'est beau d'enchaîner avec c'est quoi l'amour? Non mais t'as vu la transition? Oui. On aurait cru que tout était écrit. Oui. Même pas. Alors c'est quoi l'amour? Moi j'ai vu le film, mais je peux peux pas vous donner la réponse. En tout cas, il y en a beaucoup. D'amour. Voilà, il y a beaucoup d'amour dans le film, qui d'abord a été tourné à Rouen, il faut le dire, Cocorico, en grande partie, oui, c'est vrai. Il a été soutenu par la région, par Normandie Images, donc il a été tourné beaucoup ici. Alors le réalisateur que j'ai pu rencontrer m'a dit que, je lui ai demandé pourquoi Rouen, et il m'a dit parce que je suis née à Rouen, mais j'ai jamais vécu, donc j'avais envie de trouver un moyen de connaître Rouen. Et figure-toi qu'il a envie de venir y vivre. Ah oui? Ah on va. Peut-être, il sera notre voisin bientôt. Ah d'accord. Et parce qu'il faut dire qu'il est. Ah non, et ce soir non. Il était vendredi à. Il est vendredi 3 en avant-première. Oui, je pense que ça va être plein. Oui. Et je pense que ça. Mais de toute façon, il sort quand? Il sort mi-avril, non?
Oui, je crois. Oui, je me rappelle. Parce que l'affiche n'est même pas définitive encore. Si, il sort bientôt, parce que je sais que je crois qu'il sort très vite. Enfin bref, voilà. Mais c'est un beau film en tous les cas. Le 6 mai. Ah bon, bah d'accord, on a pris un peu d'avance. C'est bien. Voilà. Mais bon, c'est bien, parce que... Bon. Et ce film-là est vraiment sympathique, vraiment touchant. Ça, c'est encore des histoires de famille. J'avoue que j'aime bien les films sur les... Et Fabien Gorgard, il fait ça très bien. Ouais. Et c'est cocasse. On voit une famille recomposée jouer avec Laure Calamy et Vincent Macaigne. Non. Il est de l'autre côté. Oui. Et Lies... Salem ? Oui. Ah oui, c'est Lies Salem. Donc, ils ont une fille, mais alors, ils ont trouvé une comédienne tellement proche de Laure Calamy qu'on pourrait vraiment croire que c'est sa fille. Généreuse, expansive, vraiment le même caractère que sa mère, par rapport à son père qui est sage, très sage. Et puis une autre fille, donc la fille de son premier mariage, du personnage de Laure Calamy, premier mariage avec Vincent Macaigne. Voilà. Donc au départ, on est centré sur une petite famille qui a une vie normale, etc. Et il y a un nouvel élément qui rentre, c'est Vincent Macaigne qui vient voir son ex-femme pour lui dire, voilà, on a été mariés à l'église, mais je voudrais pouvoir me remarier à l'église. Il faudrait que tu acceptes de signer un papier comme quoi le mariage n'avait pas eu de sens. Ça se fait. À l'église, ça se fait. On peut renoncer. Les arrangements des cathos. Voilà. Voilà. Mais c'est pas si facile que ça quand même. J'imagine bien. Parce qu'il faut argumenter. Bien sûr. Et quand l'argument consiste à dire elle n'était pas terrible, ah bah non, ça devient comme un divorce. Ouais. Voilà. Donc, ça va pas être si simple que ça. Elle est d'accord. Tout de suite d'emblée, elle dit bah oui, on s'est mariés comme ça, on s'est séparés comme ça, pourquoi pas signer un papier comme ça. Et bon, ça se fait pas. C'est tellement pas simple qu'il faut aller jusqu'à Rome. Donc il a trouvé un bon prétexte pour emmener toute la famille qui s'agrandit au fur et à mesure, parce que la fiancée Mélanie Thierry, elle vient aussi parce qu'elle parle italien et qu'elle va aider tout le monde. Et puis la fille, l'aînée, la fille de Macaigne, du premier couple, qui était installée à l'étranger, profite de venir à Rome pour retrouver tout le monde. Donc tout le monde, le noyau s'agrandit, et même s'il y a des raisons de frottement, on s'entend quand même bien, quoi. Donc voilà. C'est une comédie profonde qui parle de l'amour, l'amour qu'on consomme, l'amour qu'on vit vraiment, l'amour qu'on choisit, l'amour de la famille. Et à la fin, on assiste au vrai mariage qui se réalise quand même. De Macaigne et Thierry. On ne monte pas l'église. Donc, et là, il y a encore des belles déclarations d'amour. Donc, c'est quoi l'amour ? Elle est multiple. C'est multiple, évidemment. Multiple. Petite parenthèse, je ne sais pas si vous vous souvenez de La vraie famille de Fabien Gorgard qui est sortie il y a quelques années, où il évoquait les familles d'accueil, en fait. Oui. Et donc, il était déjà dans ces questionnements-là. Oui, et il y avait déjà Mélanie Laurent et Mélanie Thierry et Lies... On va t'appeler Vanessa Paradis, fais gaffe. Oui. Non. Et Lies Salem. Ouais, oui, tout à fait. Qui étaient en couple à ce moment-là. Ils sont fidèles avec leur... Oui. Donc, et c'était un beau film aussi. Très beau. Il a vraiment il est délicat, Fabien Gorgard. Et là, c'est pareil. Il y a chaque situation est bien étudiée. C'est pas un hasard si la jeune fille qui est partie du foyer, c'est celle qui n'a pas trouvé sa place dans la nouvelle famille. Elle est heureuse, elle les aime bien, mais bon, elle va faire sa vie ailleurs. Et il fait les choses de façon à pas non plus se moquer justement du côté catho. On a du mal, on en rit un peu, mais ça reste compréhensible. Voilà. Oui, ça m'étonne pas. Alors j'ai hâte de le voir, mais je ne l'ai pas encore vu. Et on va écouter la bande-annonce quand même, parce que je crois que je vais peut-être fermer mes oreilles, moi. Ah oui. Moi, c'est Marguerite. Dans ma vie, il y a Sofiane et notre fille Raphaël. Les petits copains, les devoirs, le sport, tout rentre pas. C'est pas les petits copains, c'est le petit copain. On peut parler tous à la maison. Merci. Tu prends ça comme un exercice. C'est des choses qui arrivent. Il y a aussi Léa. Bon, faut que j'y aille là. La fille que j'ai eue avec mon ex, Fred. Toi et moi, on s'est mariés à l'église et je peux pas m'y remarier, tout simplement parce qu'on peut pas se marier 2 fois à l'église. Tu vas te marier ? Bah oui. Bon, et du coup, il y a aussi Chloé.
la compagne de Fred. Je dois signer quoi? C'est un peu plus compliqué qu'une signature, mais enfin, c'est pas la mer à boire. Hein. Est-ce avec lui que vous avez perdu votre virginité? Il a pas arrêté de sous-entendre que j'étais une énorme pute parce que toi t'as dit que j'avais couché avec tout le monde à tout va. Non, attends. Qu'est-ce que tu fous avec une ultra cato, toi? Je l'abire, toi. C'est au Vatican que le dossier sera traité. Plutôt sympa comme châtiment. Un petit voyage à Rome. Ça me ferait trop plaisir de venir. Moi aussi, je viens. Tom, il dit qu'il pourrait venir, ses parents, ils sont chauds. Moi, je me débrouille super bien en italien et je connais hyper bien la ville. Je suis un super guide. Ah bah oui, tu viendrais... Quand on s'est mariés comme ça. Vous étiez beaux tous les deux. Et quand on s'est séparés comme ça. Vous pouvez pas savoir ce que ça me fait là. D'être ici comme ça avec lui. ça me remue un peu, quoi. Tout ça. Les jeux de l'amour, elle dit en italien. Et Vincent Machin, il a un charme incroyable. Ok. À chaque fois qu'il est amoureux, il a un charme incroyable. Alors que physiquement, il est plutôt balourd, je trouve. Ouais. Et il a un charme vraiment incroyable. Bon. C'est bien. Tous sont bons. Bon, bah merveilleux. Bref, il faut aller au cinéma. Alors là, ça, ce sera plutôt début mai. Oui, le 6 mai, donc à partir du 6 mai. Mais en attendant, vous avez le temps d'aller voir plein de films. On n'a pas le temps, puisque ça fait déjà quand même 3 quarts d'heure qu'on est à l'antenne, alors qu'on est censé durer une demi-heure. Mais on fait toujours ça, et pourtant, je supprime des bandes annonces à chaque fois. Mais qu'est-ce qu'on parle? En fait, ce qu'on veut, c'est que vous alliez au cinéma, c'est pour ça. Oui, on vous suggère. Ouais. Voilà, on vous donne des idées. Là, on a donné plein de trucs, quoi. Même des films qu'on n'aime pas, pour dire. Mais oui, mais je trouve que c'est bien aussi de parler des films qu'on n'aime pas, ça permet aux gens de ne pas y aller. Et de faire leur choix, et puis de se dire, ah tiens, peut-être je vais les écouter parce que j'aime bien leur goût, ou pas. Oui, ou alors il dit, ah, elles ont aimé. J'y vais pas. J'avais, quand j'étais jeune, je lisais une critique de cinéma dans Télérama, et à chaque fois qu'elle disait, je ne sais pas pourquoi je disais elle, parce que c'était Claude, c'était peut-être un homme. Ouais. Et je crois, à chaque fois qu'il disait qu'il avait marqué quelque chose qui était bien, j'y allais pas. Oui, moi aussi, quand j'étais gamine, dans première, j'avais mes préférés. Je savais très bien ceux qui avaient le même type de goût que moi. Voilà. Donc bref, c'est Geneviève ou c'est Elvire, là, dites-nous. Allez, on vous aime en tous les cas, ça c'est certain. Soyez-en sûrs, on est super bien sur la radio HDR, le mix des cultures. Merci Marianne. Merci Marianne. Merci à la radio, merci à tous. Vous savez, au fait, petite parenthèse, on le dit jamais assez, la radio HDR est une association qui est donc gérée par des bénévoles. Merci à eux, bravo à eux. Nous aussi d'ailleurs, on en est... Mais néanmoins, merci à tous. Voilà. Allez, à très bientôt. À l'affiche. Ou pas. À l'affiche. Toi, t'es allé au cinéma dernièrement ? Oui, j'y vais presque tous les jours. Mais si j'y vais pas, parfois je regarde de bons films à la télé. Ah oui, à la télé, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Ouais. Mais en prévisionnement, c'est moins bien quand même. Oui, il vaut mieux l'avoir vu avant et replonger dedans quand on C'est ça, retourner au cinéma, le pied de retourner au cinéma. Voilà. Ou regarder un bon film télé, même les séries d'ailleurs. Oui, on peut parler de séries aussi. Bah oui, il y a du boulot là. C'est vrai, mais en fait, si on veut parler de cinéma, c'est parce qu'on veut parler d'émotion. C'est ça, et de vérité, de curiosité. Bref, on veut faire rêver, quoi. Oui, et continuer de rêver nous-mêmes. Bref, on vous parlera de films qui sont à l'affiche. Ou pas.